Bonjour à tous. Je remercie vivement Salvador Mir et Ahmed Geraya, Alain Guyot et tous les gens qui ont participé à l'organisation de cette belle journée. François est né à Paris en 1940 à la surprise de ses parents qui avaient passé la quarantaine sans avoir d'enfants. Déjà enfant, il bricolait beaucoup, seul dans sa chambre, en démontant par exemple tous les objets de la vie courante et en faisant des modèles réduits. En fin de CM2, son instit a jugé préférable de lui proposer une fin d'études primaires plutôt que la 6e, car il faisait trop de fautes d'orthographe dans ses dictées et probablement le trouvait un peu différent des autres. Après avoir passé le certificat de fin d'études primaires, il a été admis au centre de formation professionnelle de Villebon-sur-Yvette et a obtenu brillamment son CAP de monteur-câbleur sur avion. Puis, il a accédé au centre de formation complémentaire pour l'aviation d'Auxerre. Inutile de dire combien il rêvait de voler lui-même, et il l'a fait, il a fait du planeur. À la fin de l'année 1959, il a été appelé pour combattre en Algérie, et il est resté 2 ans et demi. Sa chance a été d'avoir été basé au centre scientifique de Colomb-Béchard, où il est resté pendant longtemps des morceaux de fusée et de radar rapportés dans sa valise et stockés faute de place sous les différents lits de l'appartement. Il a beaucoup appris là-bas, malgré la chaleur, et de retour à Paris, il a intégré l'école qui s'appelait Sudria, qui prenait quelques étudiants ne possédant pas le bac. En parallèle, le doyen Zamansky de la fac de sciences de Paris l'a accepté en première année. Et comme il ne pouvait pas assister aux cours à la fac et dans l'autre école en même temps, il ne venait passer que les examens. Il lui est arrivé d'avoir 23 sur 20 aux examens, alors que la plupart des élèves de l'amphithéâtre avaient moins de 5 sur 20. En fin d'année, le prof concerné l'a convoqué avec les élèves de rattrapage, juste pour pouvoir le rencontrer et lui proposer de le prendre dans son équipe de recherche à la fin de ses études. Une autre porte s'est ouverte à lui avec quelques places réservées aux étudiants de l'université n'ayant pas fait de classe prépa dans la section maths appliquées de Grenoble, devenue l'ENSIMAG. Il était tellement passionné par les sciences qu'il travaillait sans cesse et se réveillait même la nuit pour écrire des notes. La maison devenait une sorte de laboratoire où toutes les pièces étaient couvertes de papier, de montages électroniques, d'objets en réparation, d'oscillos, d'instruments de mesure en tout genre. Ces multiples chantiers étaient poursuivis en parallèle et il savait très bien les gérer. On ne lui a jamais connu de cartable. Il partait le matin et rentrait tard le soir avec une cagette de fruits contenant à la fois des papiers, des montages électroniques, que moi, petite fille, je voyais un peu comme des plaques ressemblant aux matelas de fakir. Je ne connais pas de domaine scientifique qui ne l'ait intéressé. Pourtant, la discipline qu'on considérait comme supérieure aux autres à l'époque, les mathématiques, il l'a jugée plutôt comme au service des autres. Avec le professeur Kunzmann, il a passé sa thèse de doctorat d'État. Les années 70 jusqu'en 1984 nous semblaient heureuses et bouillonnantes d'activité avec ses chercheurs. Tous les ans, il organisait un méchoui avec toutes les familles des chercheurs. Mes parents ont participé à de multiples sorties en montagne, parfois un peu périlleuses. Une grande complicité existait entre tous ces chercheurs et en particulier, pendant une dizaine d'années, était organisée l'école d'été de Chalmazel. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie ma mère, Paul Anceau, qui m'a aidée à raconter cette histoire et qui a toujours œuvré dans l'ombre pour gérer le quotidien. En tant que fille de François Anceau, je suis impressionnée par la reconnaissance professionnelle qu'il a auprès de la communauté scientifique. Enfin, même si sa vie professionnelle débordait sur sa vie familiale, il m'a très clairement transmis ce goût pour la physique et l'électronique et je lui suis reconnaissante aussi et très émue de cet hommage que vous lui faites. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. J'ai travaillé avec François pendant 3 ans, donc au centre de recherche de Bulle, à Louvciennes, région parisienne. Donc c'était la fin des années 80 et je faisais partie sous sa responsabilité d'une équipe qui développait des outils de preuve formelle pour les circuits.
Ça a été mentionné déjà longuement, je pense, par Monica, mais le centre de recherche travaillait en étroite collaboration avec les équipes de développement, qui étaient donc sur un autre site de Bulle, au Clé-sous-Bois. À la fois les équipes en charge des outils de CAO et ceux qui étaient en charge des produits. En l'occurrence, c'était l'époque des mainframes des PS7 qu'on a vu bien détaillé tout à l'heure. Alors, cette période, c'était les véritables débuts des outils de CAO et de la conception à grande échelle autour d'un micron. Et à l'époque, les équipes de développement utilisaient leur propre langage de description de matériel, qui s'appelait donc le langage LDS. Et donc, c'est le moment où on a décidé, au centre de recherche de Bulle, de développer un nouvel outil de preuve formelle, qui cette fois était sur le langage officiel, le standard I3E, qui s'appelait donc le VHDL, langage VHDL. Donc, une nouvelle équipe a été constituée. Il y avait des gens d'horizons un peu différents. Il y avait des gens qui avaient développé des moteurs de preuve formelle, par exemple Jean-Christophe Madre et Olivier Couder. C'est eux qui avaient développé donc ce moteur de preuve formelle sur les BDD. BDD, c'est Binary Decision Diagram. Et il y avait également des gens qui étaient plus des spécialistes des outils, les fameux outils qu'on a vus tout récemment dans une des dernières présentations. Il y avait notamment, on a beaucoup travaillé à l'époque avec quelqu'un qui s'appelait Alain Debreil, hein, qui était dans les équipes de développement logiciel qui s'occupaient de la CAD interne à Bulle. Et puis, il y avait aussi des gens, des universitaires qui venaient passer quelques mois avec nous, comme Ahmed Geraya, ici présent. Il doit se rappeler de cette époque. C'était il y a 30 ans, donc c'était une époque passionnante, puisque, à nouveau, c'était les vrais débuts de la CAO. J'en discutais ce matin avec quelqu'un qui s'occupe aujourd'hui même de CAD chez ST et qui me disait que, tu confirmeras Christophe, que la CAD, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque, puisque maintenant c'est devenu quelque chose qui a atteint ses limites en quelque sorte, qui a atteint son objectif. Bon, il y aura peut-être de nouvelles révolutions plus tard, mais pour le moment, en tout cas, c'est devenu le train-train, rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Donc, François, dans tout ça, François, c'était un peu l'âme et le moteur de l'équipe, hein, toujours plein d'énergie et plein de nouvelles idées. En fait, c'est grâce à lui que ça avait pu se faire, cette équipe de développement de nouveaux produits sur VHDL, puisque c'est essentiellement grâce à son tissu de relations qu'il avait réussi à faire accepter tout ça, à faire en sorte que l'équipe fonctionne bien en symbiose avec des gens qui venaient d'horizons complètement différents. S'il n'avait pas été là, je pense que ça n'aurait jamais pu marcher. Je me suis souvenu aussi d'une petite anecdote. Alors, c'était quelqu'un qui était animé vous l'avez tous connu, d'un grand sens de l'humour. Hein, tout le monde se rappelle sûrement son petit sourire narquois. Il avait toujours un peu ce sourire qui prenait parfois la forme d'une grimace. Et donc, je me suis souvenu d'un épisode qui a eu lieu au moment où on a choisi le nom de l'outil de preuve formelle. Alors, c'était l'époque où les interfaces graphiques commençaient à apparaître dans les outils de CAO. Jusqu'alors, c'était très, très rudimentaire. Là, on commençait à avoir des outils avec qui affichaient du graphisme, etc., où on pouvait sélectionner, où il y avait donc des possibilités de changer des paramètres comme ça de façon graphique. Et donc, François voulait absolument avoir un truc qui fasse très professionnel. Donc, je vais un peu à l'encontre de quelqu'un qui disait qu'il ne voulait pas d'innovation.
Il voulait absolument qu'il y ait plein de boutons. C'était son gros truc. Il voulait des boutons partout sur l'outil, qu'on puisse régler tous les paramètres, etc., etc. Et donc, c'était l'époque aussi où on cherchait on se posait la question de savoir quel nom on allait donner à ce nouvel outil sur VHDL. Et alors, quelqu'un autour de la table, c'était en réunion comme ça, a suggéré d'utiliser le nom d'une maladie bien connue qui est pleine de boutons. Et là, il nous a gratifié d'une expression très forcée de son fameux sourire, qui a déclenché un fou rire dans la salle. Voilà. Et donc, l'outil en question, c'est un outil qui, au début, s'est appelé Paris, et ensuite Viformol. Et ça a été repris ensuite par une boîte de CAO, et c'était le premier outil de preuve formelle VHDL sur le marché. C'était en 91, si je me rappelle bien. Voilà, je conclurai en disant que ça a été une chance pour moi, un plaisir et une chance pour moi de travailler avec lui pendant ces 3 ans, et que je lui en suis extrêmement reconnaissant. Voilà, merci pour votre attention.